Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pierre Bordachar, je travaille au sud de Bordeaux et vous voyez en train de vous préparer à côté Marc Strick et l'équipe Bonjour. locale de Medtronic qui voilà, était prêt longtemps à l'avance, hein, voilà. Nous sommes prêts. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de discuter sur les stimulateurs Medtronic. Donc, ça s'inscrit sur 4 sessions. On va faire 4 sessions, 2 de pace et 2 de défibrillateur, où on va essayer de discuter de choses très pratiques pour le coup, hein. C'est pas des... Mais voilà, sur l'interrogation des pacemakers et sur la programmation. Donc, on va essayer de voir un peu les temps de l'interrogation aujourd'hui, et le prochain coup, c'est dans un mois, je crois. On fera la même chose pour la programmation et on va essayer de voir comment on programme des choses simples dans la dysfonction sinusale, dans le BAV, quels sont les paramètres spécifiques, comment on les règle. Voilà. Aujourd'hui, on va discuter essentiellement de l'interrogation. Essayer de voir donc par rapport à des pacemakers double chambre Medtronic les différents temps de l'interrogation. Alors voilà l'écran, j'imagine que vous le connaissez tous. Voilà l'écran d'accueil d'un stimulateur, donc Azur, double chambre, chez un patient qui était initialement implanté pour dysfonction sinusale. Voilà l'écran. Bon, en gros, bon, quels que soient les constructeurs, on a ce premier écran où on a les principales informations. Une chose, moi, quand je fais la consultation, à moins qu'il y ait sur l'écran d'accueil écrit en gros alerte, problème ou des choses comme ça, j'ai tendance à le montrer, mon l'écran au patient. Et le fait de montrer l'écran au patient, je vais lui expliquer, je vais lui montrer par exemple voilà, la longévité. À chaque fois, on regarde combien il reste, combien d'années, ce genre de choses-là. Ensuite, je décompose l'interrogation, je leur explique voilà, qu'on regarde les fonctionnements des sondes, qu'on regarde s'il y a des choses qui ont été enregistrées dans les mémoires. Bon, ça, je m'aperçois qu'avec le temps, les patients, ils aiment bien ça. Ils aiment bien. Parce qu'ils se sentent. Voilà. Et puis moi, ça me force aussi à leur expliquer les différents temps de l'interrogation. Et donc, je le fais de façon quasi systématique, sauf évidemment s'il y a marqué qu'il y a un gros problème. Voilà. Là, évidemment, je vais essayer d'abord d'analyser la situation et de voir quel est le problème. Voilà. S'il y avait une grosse alerte qui clignotait au milieu de l'écran, je ne suis pas sûr que je montrerai l'écran au patient. Mais sinon, je le fais de façon systématique. Madame Roumillac, vous êtes prête? Donc, Madame Roumillac, qui travaille chez nous, on va essayer de décomposer un peu les différents temps de l'interrogation. Alors, par quoi vous commencez d'habitude? Donc, il est vrai qu'on regarde la longévité en premier, c'est l'indication en haut à gauche que l'on a, avec la barre de suivi de longévité, 13 ans. On peut décomposer en allant toujours dans les doubles chevrons. Donc, ferme. Ferme, s'il te plaît, cet écran-là. Il n'est pas très bien centré là, l'écran, mais il y a quelque chose sur le côté, là, à côté de longévité résiduelle. C'est là que tu cliques. Hein. On est d'accord? Oui, à chaque fois, montre-nous où est-ce que tu cliques, que ce soit très pratique. Voilà. Donc là, tu vas cliquer là. Dans le double chevron. OK. Alors là, première question. Effectivement, ça, c'est des choses. Si vous montrez au patient et si vous voulez expliquer, il faut savoir de quoi il s'agit. Vous avez 3 valeurs de longévité. Okay, vous avez une estimation à 13,4 et puis vous avez une valeur basse et une valeur haute. Alors, si tu ne vois pas d'inconvénient, je vais interroger quelqu'un. Clément Quinonero de Clermont. Est-ce que tu es là, Clément? Oui, je suis là. Pourquoi est-ce qu'il y a 3 valeurs? À quoi elles correspondent, ces 3 valeurs? Tu vois, là, sur le côté en haut, tu as maximum, minimum et durée de vie estimée. À quoi ça correspond? Je les vois. J'imagine que ça doit dépendre du pourcentage de stimulation. Eh bien, tu imagines mal, pour le coup. Tu vois, non. Ces 3 valeurs-là, souvent, quand je demande, tu vois, on me dit, j'imagine que 12,8, c'est si je mets l'amplitude de stimulation au maximum et 14,1 si je mets l'amplitude de stimulation au minimum. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est calculé, c'est une répartition gaussienne, en fait, si tu veux. En gros, si tu ne changes rien, c'est-à-dire que si tu laisses la même programmation et si on a le même pourcentage de stimulation, eh bien, tu as 95% de chances que ta pile dure plus de 12,8 et 95% qu'elle dure moins de 14,1. OK? Oui. Tu comprends? Mais c'est sans changer les paramètres de stimulation. Donc, ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment
cette pile-là, avec cette programmation-là, ça fonctionnera comme ça. C'est clair, ça ? D'accord. Oui. Bien. Donc, tu vois, ça, par exemple, bon, là, on est à plus de 13 ans, donc la question, ça change rien, tu vois, c'est pas le problème qui reste, ça va pas avoir d'implication. Par contre, ça aura de l'implication quand on se rapproche du moment où il faut changer le boîtier. Tu vois, c'est-à-dire laquelle des trois tu vas analyser pour prévoir, par exemple, le changement ou pour prévoir la prochaine consultation. Delphine, toi, tu te bases comment, par exemple ? Imaginons qu'il te reste 1 an avec minimum 6 mois et maximum 14 mois. Alors, quand on a un minimum d'1 an, la chose que l'on demande systématiquement, c'est est-ce que le patient est dépendant. Ouais. Parce qu'on a souvent vu qu'en fin de vie de la pile, il y avait des fonctionnements un petit peu anarchiques où ça peut diminuer d'un coup, etc. Donc, on demande si le patient est dépendant et on peut, dans ces cas-là, rapprocher le contrôle. Ouais. C'est fortement recommandé. Ou même, dans ces cas-là, prévoir, rapprocher le contrôle. Donc, en gros, quand on rentre dans la dernière année, vraiment, on se fixe sur la valeur basse, la valeur minimum pour avoir cette évaluation. Alors, nous, on travaille beaucoup, on en discutera après, tout à l'heure, sur la télémédecine. Mais c'est vrai que quand vous avez la télémédecine, ça apporte un confort pour savoir le moment où il va falloir intervenir. Hein, d'accord ? Voilà. Mais en gros, en tout cas, quand on se rapproche de la fin, la valeur qui compte pour moi, c'est la valeur basse. Voilà, la valeur minimum, où c'est sur ça qu'on va se baser, et principalement chez les patients dépendants. Alors, je vais changer de cible. Est-ce que je reviens sur l'écran voilà. Voilà, reste là-dessus, s'il te plaît. Alors, Hugo Pierre, est-ce que tu es là, Hugo Pierre Racine, dit Plancha? Je suis là. Tu es là, Plancha, parfait. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça fonctionne à partir du moment où on rentre en RRT? Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça, c'est important aussi. Vous voyez, quand vous allez prévoir votre changement de boîtier, quand on arrive en fin de vie, il va falloir que vous sachiez à peu près comment ça fonctionne quand on atteint cet indice RRT. Qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que tu sais ça? Le simulateur bascule en VVI 70? Alors, il y a quelques généralités. Alors déjà, la fréquence à connaître chez Medtronic, c'est 65. 65. C'est-à-dire que 65, c'est une fréquence très particulière chez Medtronic parce que c'est une fréquence déjà où tu ne peux pas programmer la fréquence minimum à 65. Tu vois, quand tu cherches tes fréquences à programmer, tu vas avoir 50, 55, 60, 70. Tu n'as pas 65 parce que 65, c'est une valeur très particulière. Ah bon, vous avez oublié, à l'époque, nous, on apprenait toutes les fréquences à l'aimant. Vous voyez, quand on passait le DIU, l'examen, par exemple, on savait tous nos fréquences à l'aimant parce que ça tombait. Alors, la fréquence à l'aimant chez Medtronic de base, c'est 85 par minute. Quand tu atteins la RRT, donc l'indice qui te dit il va falloir faire le changement de boîtier, il ne va y avoir aucune modification sur les plateformes les plus récentes. Il ne va y avoir aucune modification de fréquence. C'est-à-dire que tu vas rester sur ta programmation de base. En revanche, ta fréquence à l'aimant, elle va passer de 85 à 65. OK? C'est clair ça? Oui. Donc, tu vas passer de 85 à 65, mais juste sur la fréquence à l'aimant. Par contre, la fréquence... Donc, ça n'a aucune espèce d'importance sur le fonctionnement du simulateur, en gros. Ce qu'il y a, c'est que tu as un deuxième indice qui est 3 mois après le RRT, tu vas basculer en ERI. Donc, tu vois, tu as quand même de la marge. Quand tu es en RRT, tu restes sur la même programmation. Il y a juste la fréquence à l'aimant qui change. Et 3 mois plus tard, là, tu vas basculer à ce que tu disais, c'est-à-dire que 3 mois plus tard, tu vas rebasculer, cette fois, en VVI 65 par minute. Si tu as un double chambre, il va basculer, la fréquence minimum va basculer à 65 et en VVI. Tu peux toujours le reprogrammer. C'est important, ça, par exemple, si tu prends Microport, tu vois, les Pace Microport, quand tu atteins le RI, tu vas pouvoir le reprogrammer, ton Pace Microport. Mais le soir même, il va repasser en VVI. Tu comprends? Ça, c'est le Microport. Donc, c'est embêtant parce que si tu vas un patient qui peut avoir une conduction rétrograde, c'est embêtant parce qu'il va rester en VVI jusqu'à que tu lui changes le boîtier. Donc, c'est embêtant. Là, ce n'est pas le cas. En RRT, tu restes à ta programmation de base jusqu'à l'ERI 3 mois plus tard. À l'ERI, alors là, tu bascules en VVI 65 par minute. Et une fois que tu es à l'ERI, tu as 3 mois avant d'avoir l'indicateur EOS, c'est-à-dire l'end of service, où vraiment là, on ne te garantit plus du tout que ça pourra fonctionner normalement. OK? Donc, je résume.
il y a 3 valeurs. C'est la valeur basse que l'on utilise pour se fixer des objectifs, quand est-ce qu'on va changer le boîtier, quand on est à moins de 1 an. Quand on est en RRT, généralement, on a programmé à ce moment-là le changement, mais sachez que la programmation ne change en rien. On a la même valeur de fréquence minimum et le mode reste le même. Ce qui change juste, c'est la fréquence à l'aimant. 3 mois plus tard, on a le RI, où là, il y a un basculement, effectivement, et un changement de mode de stimulation. Donc ça peut être ressenti par le patient. En gros, le RRT, elle ne va pas être ressentie par le patient. Voilà. Le RI, oui. Voilà. Et 3 mois plus tard, il y aura le OS. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Voilà. Alors, vous avez l'indication aussi de tension de pile. Bon, c'est vrai qu'on s'en sert beaucoup moins qu'avant. Hein. Voilà. Sachant que le RRT, il est basé effectivement sur une tension de pile à 2,63 et qu'il peut y avoir une petite accélération de la baisse de la tension effectivement sur la fin. Des commentaires là-dessus, Delphine? En résumé, ça voudrait dire qu'au passage au RRT, tu as 6 mois pour atteindre l'IOS, c'est-à-dire la fin de service. Oui, mais en pratique, il y a surtout un palier à 3 mois où ça change de stimulation. Mais voilà, mais en gros, quand même, tu as une sécurité. D'accord. Voilà. OK. Nous, par exemple, la stratégie chez Medtronic, ça peut être d'attendre le RRT en télémédecine parce qu'on a encore 3 mois avant le RI et donc on a le temps de programmer. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on va procéder. Voilà, parce qu'on a la télémédecine assez fragile. Assez fragile, assez facile, pardon. Voilà, OK. C'était pas le bon mot. Alors, ensuite, sur cet écran, donc ça, c'est la première information qu'on donne. Moi, je profite d'être sur cet écran pour voir 2 indications que l'on n'a que là. Tu vois, la première, effectivement, c'est l'indication sur les VV courts. Donc ça, c'est une donnée qui est vraiment ultra centrale quand on fait une interrogation de défibrillateur. Hein. Sur un défibrillateur, l'existence de RR court, voilà, ça c'est vraiment une question qui est centrale, mais qui est aussi, à mon avis, essentielle pour les pacemakers. Les pacemakers, tout ce qui est rupture de sonde, on considère que c'est moins sensible que pour les défibrillateurs parce qu'il n'y a évidemment pas de choc électrique, mais enfin, c'est quelque chose qu'il faut bien surveiller. L'existence de VV court, un VV court, c'est quoi? C'est un cycle qui est aux alentours des valeurs du blanking programmé. C'est-à-dire, quand j'ai détecté un cycle au niveau du ventricule, ben, il y a un blanking pour empêcher de le détecter 2 fois. Donc, pendant 120 millisecondes, on ne peut pas détecter de nouveau un ventricule. Bon, les VV courts, en gros, c'est des cycles qui vont être plus courts que, en gros, 140 millisecondes, 20 millisecondes au-delà. Donc, quand vous avez des VV courts, ça indique quoi? Ça indique qu'il y a suspicion de détection de signaux non physiologiques. Voilà. Quand vous avez un signal à 130 millisecondes, c'est tellement court que le stimulateur va considérer que c'est non physiologique. Alors, ça peut être un double comptage de quelque chose, mais ça peut être aussi un signe de dysfonction. Donc cette information, elle doit être regardée systématiquement sur tous les pacemakers et défibrillateurs de chez Medtronic. Est-ce qu'il existe des VV courts? S'il existe des VV courts, alors il faut se poser la question, mais pourquoi donc existe-t-il des VV courts? Et par exemple, vous allez voir dans les enregistrements, il peut y avoir des choses qui sont enregistrées. Est-ce qu'il y a des choses très rapides avec des VV courts? Mais si ce n'est pas le cas, et si j'ai des VV courts, moi, à l'interrogation, je vais vraiment me poser la question d'aller faire des manœuvres contrariées, des choses comme ça, pour aller chercher de façon proactive, est-ce qu'il y a des signes de dysfonction de sonde? Voilà. Okay. Donc ça, c'est une donnée qui est essentielle et que vous n'avez que sur cet écran, en gros. C'est là que je le vois, moi. Okay. Deuxième information en dessous, vous avez ce que l'on appelle la vérification de la position de la sonde auriculaire. Voilà. Alors ça, c'est quelque chose qui est relativement récent sur les stimulateurs cardiaques. Donc ça sera évidemment sur un stimulateur double chambre. Il faut une sonde auriculaire. L'idée, c'est d'avoir des tests qui sont faits automatiquement par la machine où il va rechercher est-ce qu'il y a des signes objectifs de déplacement de la sonde auriculaire. Donc ça, il ne le fera que si vous avez programmé un mode avec une stimulation atriale, un mode DDD par exemple. Il ne le fera pas si vous êtes en VDD, il ne le fera pas si vous êtes en VVI, évidemment. Mais si vous êtes en DDD, il va se poser la question, est-ce qu'il existe des signes de déplacement de la sonde auriculaire? Et comment il va faire en fait pour chercher? La nuit, alors c'est entre 2h et 3h. C'est à 2h45. Voilà, à 2h45 précise, il va essayer de stimuler l'oreillette à haute amplitude. Et il va regarder, est-ce que quand il stimule l'oreillette à haute amplitude, il y a une détection au niveau de la sonde ventriculaire avec un délai entre l'oreillette et le ventricule qui est très court. En d'autres termes, si la sonde auriculaire s'est déplacée dans le ventricule, quand vous allez stimuler à haute amplitude, ben le ventricule va détecter cette activation, cette stimulation. C'est clair ça pour tout le monde? Voilà. Et donc, il va vous dire, par contre, si vous avez la sonde auriculaire qui est dans le ventricule,
entre le moment où il va stimuler avec le canal atrial et détecter dans le ventricule, ça va être très court, puisque les deux sondes sont collées. Et donc, il va y avoir un délai AV très court, en gros. Et donc, il va vous dire, voilà comment il cherche, en gros. Si vous voulez plus de renseignements, n'hésitez pas à demander. Mais le principe, c'est qu'il va stimuler à forte amplitude et il va regarder est-ce qu'il y a des délais AV qui sont très courts, qui seraient suspects donc, et qui nous feraient penser qu'il y a un déplacement de la sonde auriculaire dans le ventricule. Si c'est le cas, il coupera la stimulation atriale. Alors, voilà, ça, c'est important que vous sachiez de quoi il s'agit. Mais surtout aussi, quand vous faites une interrogation de patient, il y a quelques rares patients, mais qui peuvent être symptomatiques à des heures très précises. C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez programmé une stimulation atriale unipolaire et que le patient n'est jamais stimulé, eh bien, si vous le stimulez à haute amplitude à 2h45, mais il y a certains patients qui vont sentir cette stimulation et qui vont vous dire, c'est curieux quand même, toutes les nuits, je suis réveillé par quelque chose à une heure fixe. Voilà, je vous répète, hein, ça c'est relativement rare, mais c'est des situations que vous devez... Quand un patient vous dit, voilà, toutes les nuits, il se passe un truc bizarre, mais je suis réveillé, vous devez suspecter que peut-être il se passe des tests automatiques faits par la machine qui font qu'ils peuvent être ressentis. Voilà. Et le cas de figure là, par exemple, à 2h45, si vous allez délivrer de fortes amplitudes par la sonde atriale, eh il y a quelques cas où vous pouvez avoir une stimulation diaphragmatique, une stimulation pectorale ou quelque chose de cet ordre-là. Et donc, voilà, ça, c'est là où il faut vous faire aider peut-être par les gens de la compagnie, mais sachez que voilà, en tout cas, moi, quand un patient me dit toutes les nuits, je suis réveillé par quelque chose et je pense que c'est mon pace, je ne vais certainement pas lui dire qu'il est psy. Je vais vraiment me poser la question. Et parfois, il y a des fonctions qu'on ne connaît pas et il faut savoir poser la question parce qu'il y a des choses, parfois, on peut avoir quelques surprises. Okay. Et c'est parce que justement les patients ont témoigné de cela qu'on a su que sur l'Azur, cette vérification de la position atriale avait été mise en nominal sur on. Voilà. Et tu peux la mettre sur off. Off, je te montrerai, ou si tu veux, je le fais maintenant. Montre-nous où est-ce qu'on va pour le mettre off. Alors, c'est ressenti surtout quand les patients ont une stimulation en unipolaire. Ça, c'est souvent. Alors, en fait, ce n'est pas très intuitif. Donc, je résume. C'est dans paramètres. Oui. Dans la ligne TA-FA. Parce qu'en fait, sauf erreur de ma part, Pierre, ça ne se fera pas si tu es en FA, non? Exactement. Mais sauf erreur de ma part, ça ne désactivera pas la stimulation atriale à pace. Ça désactivera en revanche si tu as mis des thérapies atriales sur on. D'accord. Si tu as mis des thérapies atriales, de suite, ça va tout stopper, bien entendu, pour pas que ça stimule le ventricule. Mais je ne suis pas contre, mais je pense que ça garde la stimulation atriale à pace classique. Ça désactive uniquement les thérapies atriales si tu les as mises sur on. C'est pour ça que tu le trouves dans thérapie atriale. Donc, je reprends, paramètres, la ligne de TAFA qui fait les thérapies atriales. Si tu veux faire de la stimulation atriale, tu vas dans cet onglet-là. Et effectivement, tout en bas, tu as arrêté le traitement atrial si tu sens que la sonde est suspecte. Donc là, elle est sur on en nominal. Donc, ça veut dire que comme c'est on en nominal, toute la nuit à 2h45, il fait ses tests. D'accord. Donc là, je le désactive ici pour que les nuits, il arrête de faire ses tests. Alors, deux choses. Il y a deux questions là sur le chat. N'hésitez pas à prendre la parole pour parler si vous voulez dire quelque chose. Voilà. Alors, la première chose, c'était juste par rapport à ça. Il y a une question sur les voltages. Donc, il y a X cycles avec 6,5 volts et 1,5 millisecondes. C'est-à-dire vraiment aux capacités maximales de la machine. Donc, vous voyez, 6,5 à 1,5 millisecondes, c'est vraiment les amplitudes maximales, en gros, à peu près. Et vraiment, ça peut du coup être ressenti. Il y avait une autre question sur les VV courts. Qu'est-ce que c'est un VV court? Un VV court, c'est en gros, si vous avez une programmation nominale, le blanking ventriculaire, il est à 120. Donc, un VV court, c'est un intervalle VV entre deux ventricules détectés de 140 millisecondes ou moins. OK? Donc, voilà, 130 ou 140, peu importe. Mais en gros, des délais VV courts. Donc, c'est-à-dire, je détecte un premier ventricule, puis un deuxième à 140. 140 millisecondes, c'est tellement court que c'est extrêmement rare, y compris dans un épisode de fibrillation ventriculaire. Un cycle ventriculaire à 140 millisecondes, finalement, c'est très, très rare. Et ça peut être un signe révélateur de dysfonction de sonde. Parce que par contre, quand vous avez une dysfonction de sonde, vous avez très souvent des VV très courts, non physiologiques de cet ordre-là. Et donc, quand dans mon écran de base, j'ai des VV courts qui sont là,
je vois qu'il y a eu des VV courts. Alors là, je vais me poser la question, ça peut être autre chose, hein. Ça peut être un double comptage, ça peut être autre chose. Mais ça peut aussi être une dysfonction de sonde. Et en tout cas, ça a été indiqué dans ce sens-là. Donc évidemment, je vais regarder les impédances de sonde. Mais si je ne trouve rien, je vais essayer au cours de la consultation, si j'ai des VV courts, de reproduire du bruit. Vous voyez, je vais essayer de vraiment chercher la dysfonction de sonde. OK? C'est clair comme ça? C'est plus clair? Bien. Une fois de plus, n'hésitez pas à poser des questions. Reviens sur l'écran de base. On avait vu les perçus rapides. OK. Donc, là, voilà pour ça. À partir de là, moi, généralement, j'ai tendance… Bon, on a vu la partie gauche de l'écran. Pour aller voir les problèmes de sonde, généralement, j'ai tendance à fermer et aller sur ces écrans que vous avez sur la gauche. Donc là, il y a des mesures automatiques faites par la machine. Bon, là, je vous dis, il y a des horaires aussi. C'est-à-dire que toutes les nuits, il y a des mesures automatiques faites par les sondes. Il y a 3 types de mesures. Vous avez les trois choses, le seuil, la détection et l'impédance. La mesure d'impédance, elle est faite à 3 heures du matin. Les amplitudes qui sont délivrées, elles sont infraliminaires. Donc, en théorie, on va dire que ça ne peut pas être ressenti par le patient. La détection, à 2 heures du matin, généralement, ce n'est pas ressenti non plus. Par contre, le problème du seuil de stimulation, à 1 heure du matin, vous allez avoir le seuil de stimulation atriale et le seuil de stimulation ventriculaire. Et parfois, vous avez la possibilité que le patient ressente la mesure du seuil parce que, par exemple, pour la stimulation atriale, vous allez être obligé d'augmenter légèrement la fréquence cardiaque pour passer au-delà de la fréquence spontanée du patient. Donc ça peut être ressenti par le patient. Donc, quelqu'un qui vous dit à 1 heure du matin, c'est bizarre, hein, mais tous les soirs, je ressens quelque chose, c'est pas bizarre du tout, c'est ça. C'est les seuils automatiques qui sont faits par la machine, c'est à peu près certain que ce soit ça. Donc là, vous avez votre écran. Tu peux montrer, là, sur la droite de l'écran, là, vous avez ce qui est dernière mesure. Oui, dernière mesure. Vas-y, clique dessus, s'il te plaît. Oui. Donc là, la dernière mesure, c'est la valeur qui a été faite dans la nuit précédente. Okay, quand les mesures ont pu être faites. C'est clair ça pour tout le monde? Donc là, vous avez en haut, donc dernière mesure, vous avez, si vous voulez savoir la dernière mesure automatique, voilà. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il faut refaire systématiquement les mesures quand vous voyez le patient en consultation? Alors là, il peut y avoir vraiment de débat. Hein, effectivement. Nous, historiquement, on disait, mais bien sûr, toujours, je vérifie que la machine… Bon, voilà. Une mesure d'impédance, par exemple, quand vous la refaites en temps réel, c'est exactement la même chose qu'il fait lui-même, si vous voulez. Donc, quand vous avez des courbes d'impédance qui sont faites depuis X semaines et que les impédances sont normales, à titre personnel, lors de la consultation, je ne refais pas les impédances. La détection aussi, en pratique, moi, je ne la refais pas systématiquement. Il peut y avoir un débat sur les seuils de stimulation. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand on met la tête pour interroger, il y a des appareils où ça refait automatiquement l'impédance, par exemple. Vous voyez, quand on met la tête. Donc, alors, vraiment, là, il n'y a vraiment aucune raison. Là, ce n'est pas le cas chez Medtronic. Ce que vous avez, c'est la valeur de la veille au soir. Donc, bon, à la limite, on peut le refaire. Mais quand vous avez un appareil où, quand vous mettez la tête, ça vous refait l'impédance, c'est complètement idiot, enfin, il me semble, d'aller la refaire une fois encore en plus pendant l'interrogation. Bien. Donc, vous avez la possibilité d'avoir la dernière mesure là. Et après, si tu vas sur les courbes, n'importe laquelle. L'impédance, ce que tu veux. L'impédance, par exemple. Là, vous allez avoir, ça, il faut savoir à quoi ça correspond. Vous avez la valeur absolue sur les 15 derniers jours. Le point que vous voyez là, c'est une mesure par jour de cette valeur d'impédance. Et ensuite, avant, vous avez jusqu'à 80, là, vous avez les 60 dernières semaines, mais peu importe, vous allez avoir un certain nombre de données où ce qui va vous donner, c'est la valeur moyenne sur la semaine et la valeur la plus haute et la valeur la plus basse à chaque fois. Bon. L'objectif, c'est de voir en fait la valeur absolue et de voir s'il n'y a pas trop de variations. Quand on regarde ces courbes, les données importantes d'impédance, c'est 1, la valeur absolue, et 2, est-ce qu'il existe de grandes variations? Là, par exemple, vous avez des valeurs qui sont jugées normales en valeur absolue et vous avez très peu de variations. Ce que vous avez aussi la possibilité, si tu appuies sur Unibi, voilà, là, vous avez, lui, automatiquement, quelle que soit la programmation que vous avez faite, c'est-à-dire une simulation unipolaire ou bipolaire, vous avez la possibilité de… Il va faire automatiquement les valeurs en uni et en bi. Si tu fermes et que tu vas sur les paramètres, s'il te plaît, quand tu vas pour la, tu sais, pour les polarités. Pardon, excuse-moi, polarité. Tu sais, voilà. le truc qui est, voilà, moniteur de polarité, si tu cliques dessus. Vous avez la possibilité de l'avoir en moniteur seul ou en auto. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est pour ça qu'il fait les deux valeurs. En fait.
Quand vous êtes en moniteur seul, ça veut dire qu'il va faire ses mesures d'impédance en unipolaire et bipolaire. Si tant est que votre sonde elle soit indiquée comme étant bipolaire, évidemment. Hein. Sinon, il ne fera qu'en unipolaire. Si c'est en moniteur seul, il va faire les mesures et il va vous les donner. Si vous vous mettez en auto, comme ça, il va dire, voilà, si jamais je suis programmé en bipolaire et en auto, la stimulation bipolaire et en auto, je vais faire mes valeurs d'impédance. Si ma valeur d'impédance, vous voyez, vous avez des valeurs ici, limite max, elle est au-delà de 3000 ohms ou en dessous de 200. Alors, de façon automatique, je vais basculer du bipolaire vers l'unipolaire. Quand vous êtes en bipolaire, vous avez 2 électrodes en bout de sonde. Pour que ça fonctionne, il faut que les 2 fonctionnent. S'il y en a une des 2 qui est cassée, ça ne marche pas en bipolaire. Si vous basculez en unipolaire et que l'électrode distale fonctionne, mais que l'électrode proximale est cassée, eh bien, en unipolaire, ça marchera, alors qu'en bipolaire, ça ne marchait pas. Vous comprenez le principe? Et donc, si vous avez une valeur anormale en unipolaire, il va chercher, il va faire ses mesures si vous avez une valeur anormale en bipolaire, il va faire ses mesures en unipolaire. Si elles sont normales en unipolaire, il va basculer automatiquement, en unipolaire. Voilà. Et ça peut temporairement vous régler un problème. Parce que quand vous avez l'électrode proximale qui est cassée, bon, il n'y a généralement pas beaucoup de temps avant que l'électrode, quand une des 2 électrodes est cassée, il ne faut pas attendre trop longtemps parce que l'autre électrode va probablement casser aussi. Mais par contre, ça vous permet de gagner ce temps et voilà, le patient peut revenir et ça, si le patient est dépendant, vous pouvez avoir une stimulation efficace. Voilà. C'est pour cette raison que lors de l'interrogation, en fait, il va, voilà, si tu fermes, faire automatiquement les 2 mesures. Donc, si tu reviens sur l'écran voilà, avec les interrogations, oui. Voilà. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire sur les sondes? Autre chose? Ce que tu as dit, l'évolution des courbes Oui. et dans les carrés blancs sont repris les informations de la dernière mesure dont tu as parlé. Si tu te mets sur les seuils, vas-y, va sur les courbes. Pardon, oui, tu vois, quand tu as ça, par exemple, moi, je ne suis pas inquiet, mais alors pas inquiet du tout sur le fait que le seuil automatique fonctionne. C'est-à-dire que quand tu as de temps en temps, il ne peut pas faire ses mesures, ou tu as des grandes variations, là, c'est sûr que je vérifierai. En pratique, ce patient-là, il faut que moi, normalement, je représente l'université, donc je dois dire, il faut refaire systématiquement ces seuils lors de la consultation. En pratique, ce n'est pas ce que je ferai. Voilà. Moi, là, par exemple, je ne suis pas du tout sûr que je referai moi-même mon seuil parce que j'ai complètement confiance. Je ne suis pas sûr non plus d'avoir raison de le dire, mais en tout cas, je vous dis en pratique comment je le fais. Voilà. D'ailleurs, tu vois, Pierre, il te donne le détail précis des points que tu as sur tes 15 derniers jours. Ouais. Mais bon, tu vois, je trouve que visuellement, ça te rend bien les choses. Quand tu as quelque chose, voilà, quand tu n'as pas confiance, ça se voit tout de suite, en fait. Voilà, tu vois, tu as des courbes un peu bizarres. Voilà, quand tu as vraiment quelque chose de complètement linéaire comme ça, moi, bon, aujourd'hui, objectivement, les seuils auriculaires et ventriculaires fonctionnent normalement. Fonctionnent bien, on va dire. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Non? Alors, on va enchaîner. Qu'est-ce qu'on regarde après? Qu'est-ce que tu regardes une fois que tu as regardé? Donc, c'est important aussi, je trouve assez important de dire, voilà, première information, l'usure des batteries. Du fait de l'écran, je profite de cet écran pour regarder les VV courts. Voilà. Ensuite, je vais sur les sondes. Ça, par exemple, quand j'ai ça, là, j'ai des valeurs qui me paraissent tout à fait acceptables en termes de détection, en termes de stimulation, en termes d'impédance. Je vais avoir assez confiance en me disant... Voilà, ce que je vais voir après, c'est-à-dire les arythmies, tout ça, je suis beaucoup plus conscient par rapport à ce que je vais voir. Par exemple, je ne me dis pas, je vais avoir une sous-détection atriale. Ça ne vous le garantit pas, mais en tout cas, c'est mieux pour aller analyser les épisodes après. Si déjà, j'ai une détection qui ne peut pas être mesurée dans l'oreillette, ou pas bien, ou j'ai des valeurs complètement anormales, je vais déjà être suspicieux quelque part sur ce que j'aurai dans les mémoires. Vous voyez ? Si, par exemple, j'ai des VV courts, je vais regarder... Si j'ai des VV courts dans mon truc, je vais regarder est-ce que j'ai des TV et vraiment, je vais regarder dans mes TV si ce n'est pas de la dysfonction de sonde. Voilà. Je trouve que c'est bien d'aller regarder les épisodes enregistrés avec déjà une première notion de ce que je cherche. Voilà. Ma détection est correcte,
Je ne dis pas que la détection des épisodes sera correcte, mais en tout cas, je suis confiant. Ma détection n'est pas correcte. Je me dis, attention, est-ce que je ne vais pas avoir de l'écoute croisée, de la sous-détection, de la surdétection? J'ai des VV courts. Vous voyez, ça va influer directement sur la façon dont je vais regarder les épisodes après. OK? Bien. Sur cet écran de base, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai les modes. Bon, voilà, les grands paramètres, parce que ça aussi, c'est important. Quand vous allez regarder vos pourcentages de stimulation, voilà. Aujourd'hui, le mode un peu phare qui différencie les différentes marques, ça va être le mode pour éviter la stimulation ventriculaire. Donc, par exemple, le mode MVP, le mode AIR, DDDR. Là, évidemment, on vous donne cette information. Ce patient est en AI, DDDR. C'est évident que si j'ai 100% de stimulation, ça va me poser question. Si j'ai 100% de stimulation ventriculaire, je vais me dire, bah, tiens, ce mode-là, il n'est pas cohérent. Donc, ça, je trouve bien qu'il y ait ce mode-là et les pourcentages de stimulation en dessous au niveau du ventricule, parce que ça, c'est une information qui est directe. Un patient qui est en dysfonction sinusale, je m'attends à ce qu'il ait une stimulation auriculaire, qui peut être permanente ou intermittente en fonction des patients. Un. Et deux, je m'attends à ce qu'il ait des pourcentages de stimulation qui soient bas. OK ? Donc là, par exemple, bon, une des limites là, pour les Medtronic, c'est que tout ce qui est passage du mode AI vers le mode DDD, il ne va pas y avoir de tracé enregistré. C'est-à-dire que quand le stimulateur va diagnostiquer qu'il y a un trouble de conduction AV qui justifie qu'on passe du mode AI vers le mode DDD, eh bien, tu n'auras pas de GM enregistré, à la différence de Microport et de Boston, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu peux avoir comme information? Delphine, est-ce que tu peux nous montrer ici, en gros, combien il y a eu de passages du mode AI vers le DDD? Parce que s'il n'y a pas eu de GM, il y a quand même un certain nombre d'informations. Est-ce que tu peux nous montrer? Oui, je vais montrer juste avant. Là, c'est un matériel de démo, donc il manque une information, mais que moi, je regarde toujours quand j'interroge. Déjà, j'ai oublié de le dire, pardon, c'est la date du dernier suivi. Cette date-là, en haut à droite, c'est la dernière fois où une tête de programmation de programmateur Medtronic a été posée sur la prothèse. Donc, ça, c'est important. Et dernière chose, en haut… Il y a des fois où c'est toujours bien d'avoir l'air un peu magicien pour le patient. Moi, je trouve qu'il faut à la fois expliquer très clairement aux patients, et puis il y a des fois où ils sont contents quand vous leur dites « Vous n'auriez pas été interrogé la dernière fois le 7 décembre 2018 », ça vous donne un crédit. Donc, ce que je viens de dire est complètement idiot, mais voilà. Mais à la fois les deux, quoi. Garder un peu ce côté un peu médecin et expliquer très clairement ce qu'il y a. Voilà. Alors, quand j'ouvre, je regarde toujours là, à la place du mot numéro, il y a le mode dans lequel il fonctionne au moment où on l'interroge. Et du coup, je regarde toujours simultanément le mode dans lequel on est au moment où on interroge le patient. Donc, il peut être marqué DDD en haut, alors qu'il est programmé en AAI DDD. Donc, je fais la relation entre le mode dans lequel il fonctionne, le mode dans lequel il est programmé et effectivement le pourcentage de VP. Voilà, ça, je fais très attention à ça. Et donc, pour aller voir ce que tu dis, à savoir le nombre de fois où il a commuté en DDD, où il s'est replié en DDD, je vais dans données, parce que ce sont des données, des diagnostics cliniques, et je vais dans commutation de mode MVP. Là, ce patient-là n'a commuté qu'une seule fois dans le mode, et c'était au mois de mars à 10 h du matin. Effectivement, il n'y a pas de GM ou d'informations plus précises, c'est exact. Tu vas pouvoir savoir, tu as quelques informations, à quelle heure, pourquoi, quelle était la fréquence à ce moment-là, ce genre de choses-là. Voilà. Okay. Est-ce que c'est un problème de délai AV, est-ce que de PR ou est-ce que c'est don de P bloqué? On reverra ça quand on parlera du MVP. Mais voilà, c'est l'information, c'est la seule que vous avez, mais vous pouvez regarder au moins ça. OK, est-ce que vous avez des questions là-dessus? Si vous avez des questions, une fois de plus, n'hésitez pas à m'interrompre, soit sur le chat, soit par la parole. Vous avez tout à fait légitimité à poser toutes les questions que vous voulez, les amis. Pas de questions? Bien. Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce que tu vas regarder après? Alors, je vais regarder rapidement également s'il y a quelque chose dans le compteur de FA, de tout ce qui est d'origine atriale. Donc, je vois qu'il y a quand même quelque chose de mentionné. Et en parallèle, dans tout ce qui est monitoré, c'est-à-dire enregistré, je vois qu'il y a également des épisodes de FA, de la TV et enfin voilà, différents en tout cas épisodes. Oui, il y a une chose aussi importante. Hein. Bon, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais c'est commun à toutes les marques, ça. Il y a…
Alors là, il y a une question sur à partir de combien de passages en DDD on préfère mettre d'emblée un mode DDD à la place du MVP. Alors, ça, c'est ce qu'on verra tout à l'heure. Sachez d'abord que le MVP, il est en nominal. Première chose. Donc, le MVP est en nominal et le MVP au départ, et je ne vais pas répondre à votre question en gros, mais je vais vous expliquer pourquoi je ne réponds pas. Mais le MVP, il a été fait au départ pour les patients avec dysfonction sinusale. C'est ça, sa fonction. Voilà. Il se trouve qu'il y a eu démonstration que le MVP n'était pas délétère en cas de BAV, puisque l'appareil reconnaît le BAV et commute en mode DDD. Mais en pratique, si vous êtes en BAV 3 en permanence et que vous avez le MVP, au bout d'un moment, vous aurez l'analogue du nombre de P bloqués, ce n'est pas tout à fait le cas, une fois toutes les 16 heures, en gros. Bon, il n'y a aucune raison d'aller le programmer sur un patient en BAV3. Il y a toutes les raisons de le programmer sur les patients avec dysfonction sinusale. Pour les patients qui ont de la dysfonction sinusale et de temps en temps des BAV, je n'ai pas de réponse objective à vous dire un certain pourcentage. Moi, je dis juste, ces modes-là, ils ont été faits pour la moitié des patients, c'est-à-dire la moitié des patients implantés, en gros, ont une dysfonction sinusale. Bon, c'est déjà beaucoup. Est-ce que c'est la peine d'aller chercher toujours plus loin à aller le programmer sur des patients qui ont des troubles de conduction? Je ne suis pas sûr, en gros. Voilà, je n'ai pas tellement répondu. Mais un patient qui commence à avoir un pourcentage élevé de stimulation, bon, qui est pratiquement tout le temps en BAV, par exemple, qui a tout le temps un PR long ou des choses comme ça, moi, en pratique, je ne vais pas programmer le MVP. Voilà. Mais une fois de plus, il n'y a pas un chiffre précis où je peux vous dire au-delà de 7,5%, je le programme ou je le déprogramme. OK? Bien. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Ce qu'on va faire peut-être, ce que toi, je sais que tu aimes bien, c'est ça, le cardiaque compass. Moi, j'adore le cardiaque compass parce que je trouve que c'est une visualisation du patient autre que des impédances et des seuils. Et toi, Pierre, qui adore faire le magicien, c'est l'opportunité de pouvoir faire le magicien avec le cardiaque compass. Je ne suis pas sûr que je vais le garder, le coup du magicien. Je ne sais pas c'est qui l'a dit. Moi, je ne fais que rien. Mais on verra. On en rediscutera. Pour la fois numéro 2. Bon, on en rediscutera, mais continue. OK. Donc, en fait, là, tu as une visualisation un peu plus globale de ton patient. Donc, le trait vertical qu'on voit ici, c'est le moment où on interroge le patient. Et l'autre moment vertical, c'est la dernière fois où il a été interrogé par un programmateur. Donc, on voit sur l'intervalle. On voit d'un seul coup d'œil que ce patient ferait ou fait de la fibrillation atriale, pas de façon continue, sinon on aurait un trait, enfin un blackout noir. C'est vrai qu'on en a déjà parlé, mais la courbe de ce patient elle est un peu étonnante. C'est assez rare d'être autant paroxystique, mais bon, continue. Donc, en tout cas, ça correspond aux fameux 1000 et quelques épisodes qu'on a vus tout à l'heure dans les compteurs. Donc, voilà, c'est cohérent. On voit sa fréquence ventriculaire qui varie du coup en fonction de la fréquence atriale. On voit d'un seul coup d'œil que ce patient est stimulé en atrial de façon, alors vous ne voyez peut-être pas mon crayon, mais de façon un peu APAS, c'est fluctuant. On voit qu'il n'est quasiment jamais stimulé dans son ventricule. Si par hasard tu l'avais revu il y a 3 mois et que tu l'avais mis en DDD pour le coup, là, tu verrais ta courbe ventriculaire qui passerait à qui changerait de morphologie, qui serait plus stimulée. Donc, ça te donne une indication. Et tu as une indication aussi sur l'activité du patient. Là, souvent, quand tu as une baisse d'activité majeure, souvent, nous, on dit qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur, au mois de mars? On voit que la courbe, en tout cas, d'activité s'est effondrée. Et là, il te dit, ah ben oui, au mois de mars, je me suis cassé la jambe, j'ai été hospitalisé. Voilà, donc ça te donne des indications un petit peu sur le patient global. Alors, j'ai une question là sur quand est-ce qu'on programme le MVP. Alors, le MVP, on va en parler la prochaine fois. C'est-à-dire que la prochaine fois, on va faire comment on programme et pourquoi. Là, on fait comment on interroge aujourd'hui. Mais je vous réponds brièvement. Le MVP, il a été modifié. C'est-à-dire qu'il y avait une ancienne version et il y en avait une nouvelle. Aux États-Unis, par exemple, il y avait une limite sur l'ancienne version du MVP où on disait il ne commute jamais sur le PR long. Et 2, il peut y avoir des pauses ventriculaires. Le MVP, il a été modifié justement aujourd'hui sur la nouvelle version. On a la possibilité de commuter sur PR long et il y a eu, de fait d'une modification de l'algorithmie, une réduction considérable des pauses. Ce qui fait que, par exemple, moi, quand j'ai passé un peu de temps aux États-Unis, ils n'étaient pas fans du tout de ces modes-là avant, parce qu'ils disaient ça n'est pas possible d'avoir une pause
sur un patient avec un pacemaker, parce que si cette pause est arythmogène, derrière la pause, il y a un trouble du rythme, je vais être considéré comme responsable. Le médecin sera responsable par rapport à ça. Et donc, ils avaient beaucoup de retenues pour programmer le MVP, mais pour les autres marques aussi. Aujourd'hui, le MVP, il a été modifié. Et donc, il y a moins de pauses et il peut basculer sur les PR longs. Voilà, moi, je ne suis pas les recommandations. En tout cas, je les suis, mais ce n'est pas moi qui les fais, là, ce coup-ci. Mais moi, j'aurais tendance à dire, moi, le MVP, en tout cas, sur un patient avec dysfonction sinusale, je vais le programmer systématiquement parce que ça réduit le pourcentage de stimulation avec un effet donc, qui peut être délétère, mais surtout, ça économise la pile aussi. Hein. Voilà, un patient, c'est sûr que vous allez baisser votre pourcentage de stimulation et donc, ça, cet effet-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais en pratique, moi, j'ai tendance à privilégier le MVP par rapport au DDD de façon très claire chez les patients en dysfonction sinusale. En revanche, je ne vais pas pousser un patient qui a un trouble de conduction AV, je ne vais pas aller lui mettre le MVP, je ne vais pas forcer jusqu'au maximum à essayer de mettre le MVP chez tout le monde. Mais souvenez-vous qu'il est quand même programmé en nominal. Donc, n'oubliez pas de le reprogrammer sur un patient en BAV3. Bien, ferme s'il te plaît. Oui, juste avant, là comme ça, en ayant ouvert le Cardiac Compass, moi je sais que ce patient n'est pas suivi en télécardiologie. Ouais. Parce que en haut, là, ici, il y a des petites informations qui apparaissent. Le P, c'est quand il a été vu par un programmateur et qu'on a changé un paramètre. S'il y avait un I tout seul, là, il n'y a pas, on l'aura sur le cap suivant. S'il y a un I tout seul, c'est qu'il a été interrogé par un programmateur, mais que le médecin n'a rien changé. Et s'il y a un I souligné d'un trait… Tu nous montreras ça sur le cas d'après. Ferme, s'il te plaît. Va sur les tracés. Alors, il y a une donnée importante. Ouais. Voilà, montre-moi n'importe quel tracé. Montre-moi une TV, par exemple, s'il te plaît. Oui. Alors, je peux sélectionner en décochant. Ouais, et donc, on va faire celle-là du 14 février. Donc, voilà comment ça apparaît. Montre-moi le début. Donc là, tu as le graphe. Montre-moi le GM, s'il te plaît. Donc là, il y a le graphe et là, il y a le GM. Ouais. Avance. Qu'on ait le GM, si tu veux. Oui, ça étonne toujours un peu. Alors ça, c'est une donnée qui est importante et voilà. Quand on fait l'interrogation, on regarde les EGM. Chez Medtronic, vous voyez, vous avez l'EGM qui apparaît en gros à partir du 3e ou 4e cycle ventriculaire rapide. Vous voyez, là, c'est une TV non soutenue, il n'y a pas de doute. Hein. On a plus de ventricules que d'oreillettes. Elle est non soutenue parce qu'elle dure moins de 30 cycles. Mais vous voyez, vous n'avez pas les EGM, vous avez juste les marqueurs au départ. Vous voyez ? Ça, des fois, c'est un peu perturbant parce que parfois, c'est la même chose pour les défibrillateurs. Hein. Pour favoriser l'interprétation, on aimerait vraiment avoir le tracé au démarrage de l'arythmie, avoir, par exemple, quand vous êtes AP-VS, vous aimeriez voir le ventricule pour pouvoir comparer en tachycardie et dire est-ce que c'est le même ou est-ce qu'il est différent, en gros. Et ça, vous n'avez pas cette information-là. Si tu fermes et si tu vas sur les paramètres, montre-nous où est-ce que ça se reprogramme, ça. Vous voyez ? Ça, c'est important parce que là, on parle vraiment de l'interrogation. Sachez que quand vous interrogez, des fois, vous dites c'est quand même dommage de ne pas voir l'intégralité des EGM. Donc, c'est où ? C'est dans configuration recueil de données. Clique dessus, s'il te plaît. EGM avant le début de l'arythmie. Vous voyez ? En nominal, c'est sur arrêt, si tu cliques. Vous avez marche 1 mois, marche 3 mois, marche continue. Si vous mettez marche continue, ça veut dire qu'il va enregistrer l'intégralité. Là où vous aviez les marqueurs, vous aurez aussi le GM. Okay ? Si vous mettez marche 1 mois, ça veut dire qu'à partir du moment où vous programmez, pendant 1 mois, il va garder l'intégralité de l'EGM et au bout d'1 mois, il va arrêter et il n'enregistrera qu'à partir du 4e. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous dis. En tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'on s'est aperçu quand même que programmer ça en marche continue, ça consommait énormément de batterie. Voilà, ça a un impact très important sur la durée de vie des appareils. Donc, ce n'est pas un détail. Donc, vous voyez, quand vous avez EGM avant le début de l'arythmie, parfois, ça vous aide au diagnostic, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment que ça vous aide pour que vous le programmiez. Parce que si vous le programmez, ça va consommer de la batterie. Alors, une fois de plus, vous pouvez dire, bon, mais je vais le programmer que pour 1 mois, 3 mois, pour m'aider au diagnostic. Je ne vois pas trop bien le cas de figure, mais en tout cas, voilà. Des fois, il y a des gens qui me disent, moi, je le mets systématiquement en marche continue parce que je suis content d'avoir le tracé dans son intégralité. Sachez que ça consomme de la batterie. Donc, moi, c'est pas moi, mais je ne suis pas sûr que ce soit très conseillé parce que ça peut consommer jusqu'à combien, Delphine ?
Ça consomme, quand je dis beaucoup, c'est que en une année, tu interroges ton patient, il a 12 ans. L'année d'après, tu penses qu'il sera à 11 ans. Mais si tu l'as mis en marche continue, il n'est plus qu'à 8 ans. Et donc, ça a quand même un impact. Donc, ça a un impact considérable. Tu perds quasiment 3 ans en un an. Je ne sais pas si c'est clair ce que je vous dis, mais pour qu'il enregistre l'EGM en permanence de l'intégralité du tracé, ce n'est pas la même chose que s'il commence à enregistrer l'EGM à partir du 4e cycle. Parce que pour enregistrer à partir du 4e cycle, il ne va lancer cette fonction EGM que quand vous avez un minimum de tachycardie qui dure. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, là je lance mon EGM. Si vous dites je le veux en permanence, ça veut dire qu'en permanence, il doit enregistrer l'EGM. Et du coup, il doit être en capacité d'enregistrer cet EGM. Ce n'est pas très clair ce que je vous dis, mais en gros, ça consomme beaucoup de batterie. Ce n'est pas le tracé lui-même, c'est le fait d'être en alerte et d'enregistrer en permanence et d'être en capacité d'enregistrer en permanence l'EGM qui consomme de la batterie. Mais en tout cas, ça, c'est une donnée qui est importante. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Donc ça a été amélioré, en tout cas déjà pour notre nouvelle plateforme de def, parce que c'était le même système que les defs. Donc ça a été amélioré sur le def. Okay. Ça a été amélioré également sur le Percepta Pace Triple. Et après, ça reviendra sur les futures plateformes. Si tu reviens là sur l'écran de base. Oui. Bon, moi là, avec lui, par exemple, je vais conclure. Je vais dire, voilà, monsieur, bon, on a vu, la batterie n'est pas usée. Deuxième chose, les deux sondes marchent très bien, elles détectent bien, elles stimulent bien. Est-ce que j'aurais refait les seuils? En pratique, je devais dire que oui, mais ce n'est pas toujours le cas. Si les seuils automatiques sont bien réglés comme ça, il peut m'arriver de ne pas les refaire. Bon, si le patient est dépendant et au ventricule, je vais le refaire. Mais bon, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit indispensable. Troisième chose, je lui dirais, il y a eu des épisodes enregistrés. Vous avez des épisodes de FA, c'est déjà connu. Vous êtes sous anticoagulant, ça a l'air paroxystique. Voilà. Voilà à peu près les temps de l'interrogation. Est-ce que vous avez des questions là-dessus? Est-ce que Delphine, tu peux partir rapidement sur le deuxième cas? Je fais bien le programmateur. Voilà. Si on va sur le deuxième cas, juste par rapport à la télémédecine, c'est vrai que nous, bon, ça augmente de plus en plus. La télémédecine, ça a modifié considérablement nos interrogations. Nous, on se pose même la question, pour tout vous dire, pour un nombre important de patients, de ne plus les revoir du tout. Du tout. Comment fait-on pour arriver sur le moniteur de polarité? Alors, vas-y. OK, on va aller sur la… Je vais vous montrer à partir de ce patient-là. Juste, je vais répondre à cette question. Si tu vas sur paramètres, s'il te plaît. Pardon, excuse-moi. Paramètres, et tu vas… Voilà. Attends, ferme. Ce que je vais faire. Ouais. OK. Donc, tu cliques sur voilà, polarité. Voilà. D'accord. Là, tu as tes écrans qui apparaissent. Que tu appuies sur détection ou stimulation, tu as les mêmes écrans qui apparaissent. Tu as tes polarités. Et donc là, tu as moniteur de polarité, moniteur seul. Et si tu cliques dessus, auto. Donc, moi, je tendance à le mettre, le auto. C'est-à-dire que si je mets une stimulation bipolaire, je le mets. Évidemment, si je mets une stimulation unipolaire, non. Mais si je mets stimulation bipolaire, oui. Et si je mets stimulation unipolaire, je le mets comme ça. Comme ça, s'il y a vraiment une anomalie d'impédance, ça peut parfois vous sauver la mise. Est-ce que tu modifies tes impédances? Non, là, il ne veut pas. Non, okay. Alors là, Pierre, c'est ce qu'on disait. Le mode de ce nouveau patient, il est programmé de base en AIDDD. Ouais. Très probablement à la place de numéro, là en haut, il y a marqué DDD. Attends, si on refait le temps rapidement, longévité résiduelle, clique dessus à côté. OK, 12 ans. Donc là, tu as tes valeurs. Tu vois, normalement, la valeur moyenne, elle est encadrée puisque c'est moins 0,6 et plus 0,6. Voilà, elle tombe au milieu. Tu as ta station de pile et il n'est pas usé. Je n'ai pas de VV court. La vérification de la sonde auriculaire, c'est bon. Fermé. Je vais voir mes sondes, je vais regarder mes valeurs. Là, tu vois, par exemple, sur la détection VD, elle est un peu bizarre. Là. Voilà les valeurs. Là, je vais me poser des questions. Bizarre, ce n'est pas un mot très médical, mais bon, voilà. Je vais peut-être me poser des questions. Sur le seuil, en tout cas, c'est bon. Sur les impédances, c'est bon. Effectivement, ce que tu me dis, le mode AIDDD, j'ai 97% de VPace, ça ne me va pas. Voilà. Là, il va falloir que je résolve cette question. Ce n'est pas grave, hein. J'imagine que le patient n'est pas symptomatique. Une fois de plus, si le patient a basculé en DDD, ça fonctionnera correctement. Mais objectivement, là, je vais me poser la question. Voilà.
sur cet écran, j'ai déjà cette information-là qui, à mon avis, est centrale dans l'interrogation. Voilà. Alors, si tu vas sur le Cardiac Compass, effectivement, c'est ce que tu voulais. Si tu nous expliques là, voilà, moi, par exemple, je n'avais pas ce réflexe-là. Donc, vous allez sur le Cardiac Compass et vous avez cette information par rapport à la télémédecine. OK ? Et y souligner, c'est que le patient a interagi en télécardiologie avec son centre de suivi, que ce soit parce qu'il a fait une transmission manuelle ou que le centre ait demandé une transmission programmée trimestrielle ou qu'il y ait eu une alerte. Est-ce que tu me permets, là, Pierre, c'est hyper important. Enfin, à mon sens, c'est que là, si tu veux, le patient, il a fait un épisode de FA. Oui, ça, c'est très important. Or, je n'ai pas de I souligné au-dessus de cet épisode de FA. Donc, cette FA n'a pas été envoyée en alerte au centre de suivi. En revanche, vas-y. Je te coupe. Delphine, il y a 2 messages là, essentiels. Ce patient, il est suivi par télémédecine, ça se voit là. Okay. Il y a un épisode de FA là. Oui, tu vois, montre-nous le grand trait là. Il est là. Il est là. Donc, celui-là, il est indiscutable. Il n'y a effectivement pas d'alerte à ce moment-là. Et on va essayer de voir pourquoi. En revanche, il y a derrière une interrogation, nous, programmée, c'est-à-dire que nous, tous les 3 mois, en gros, on va faire, ou tous les 2 mois, on va faire une interrogation programmée. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas eu d'alerte. Par contre, on a fait une interrogation. Alors, si tu fermes, la question d'abord, c'est pourquoi il n'y a pas d'alerte ? Pourquoi, alors que le patient fait de la FA, il n'y a pas eu d'alerte qui a été envoyée par télémédecine ? Si tu vas sur les paramètres et que tu vas sur la télémédecine, oui. Donc, tout ce qui est étiquette signal, ça correspond à la télécardiologie Medtronic. Vas-y, clique dessus. Donc, je clique dessus. Là, ce que tu disais, c'est qu'en nominal, quand tu programmes la télémédecine, les uniques alertes qui sont des alertes que l'on dit techniques de dispositif, c'est-à-dire est-ce que la pile est usée et est-ce qu'il y a une valeur d'impédance. En revanche, ce que tu as au-dessus, en nominal, c'est-à-dire l'AFA, la TV, ce genre de choses-là, c'est off en nominal. Donc, le patient a fait un épisode de FA. En revanche, on n'a pas reçu d'alerte parce que c'est normal, parce que c'est off en nominal. Si vous voulez avoir les alertes de FA pour un patient donné, il faut que vous reprogrammiez et que vous disiez, voilà, je veux les alertes de FA, et effectivement, vous allez pouvoir reprogrammer la charge. Donc, en fonction des indications, bon, un patient, un pacemaker, par exemple, qui a un AVC cryptogénique, vous allez certainement vouloir avoir ces informations-là. Donc, en fonction des patients, voilà. Mais sachez qu'en tout cas, la FA est off en nominal. OK ? Bien. Deuxième message, si tu fermes, si tu vas dans les mémoires, est-ce qu'on a l'épisode, il y a eu cet épisode de FA, est-ce qu'il est enregistré, cet épisode de FA? Alors, on n'a pas. Voilà. On n'a pas. Vous voyez là, vous n'avez pas. Ça, c'est très important parce que des fois, les gens, ils ne s'en sortent pas à ce niveau-là. On voit qu'il a eu un épisode de FA sur le Cardiac Compass, on regarde les EGM et il n'y a pas d'épisode de FA enregistré. Alors, pourquoi ? C'est parce que je vous montrais, il a eu ensuite un contrôle de télémédecine. Il a eu ce contrôle-là. Et donc, ça, on allège, si vous voulez, l'appareil va automatiquement alléger ses mémoires pour avoir la capacité de réenregistrer. Et donc, il n'apparaîtra pas là devant vous. Si vous voulez le voir, ce qu'il faut faire, on ne pourra pas le faire parce que là, c'est un tracé enregistré. Mais il faut appuyer sur un bouton que vous avez en bas là. Là, il n'y est pas parce qu'une fois de plus, c'est une session qui a été préenregistrée. Mais si vous étiez sur votre programmateur, si vous appuyez sur Interroger en bas, vous avez la possibilité de récupérer les épisodes anciens. Et là, l'épisode EGM réapparaîtra. C'est clair là ce que je vous dis? Donc, il a fait un épisode de FA. Il n'y a pas eu d'alerte parce que ce n'était pas programmé. Par contre, on a fait une consultation prévue de temps en temps avec interrogation complète à distance. Du coup, l'appareil, la dernière interrogation qu'il considère, c'est celle-là. Et donc, si vous demandez les derniers épisodes de FA depuis la dernière interrogation, il ne vous le montre pas. Et si vous voulez voir le tracé EGM, il faut aller sur Interroger et voir les épisodes anciens. Ça, c'est important par rapport à la télémédecine parce que ça a un effet quand même sur ce que vous voyez avec le programmateur. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Il y a une dernière question dans le chat, professeur Bordachar. Il y a une question. C'est quoi? L'option d'autocapture comparée à la mesure manuelle du seuil, laquelle est la plus appropriée?
Alors, approprié, je ne sais pas. Bon, normalement, la mesure manuelle du seuil que l'on fait, c'est une validation par le médecin. C'est sûr que c'est celle-là. Moi, si je fais les deux, je vais avoir confiance dans celle que j'ai fait. Moi, je vais regarder et je vais dire si ça marche ou pas. Voilà, la question qui se pose, c'est est-ce que cette valeur, est-ce qu'il est obligatoire, systématique de le faire chez tous les patients? Si je suis l'université qui vous répond, je vous dirai oui. Il faut vérifier ce que dit la machine. On ne peut pas avoir complètement confiance. Il est là, le patient. Ça prend 30 secondes de le refaire. On le refait. En pratique, est-ce que je le refais systématiquement? Je vous dirai que non. Si les seuils sont parfaitement réguliers, je ne le fais pas systématiquement. Voilà. Mais ça pose vraiment la question. Quel est donc l'intérêt de faire des consultations pour la prothèse, je veux dire, si on considère que ce qui fonctionne en automatique fonctionne bien? Voilà, c'est une double question. Voilà, on peut se dire, on revoit le patient pour regarder sa loge, pour discuter, parce qu'il a d'autres problèmes, il a un traitement médical, il a peut-être une cardiopathie. Mais pour le contrôle lui-même du pacemaker, est-ce qu'il est indispensable de revoir les patients? Je pense objectivement que c'est une question qui est aujourd'hui d'actualité et qui va être de plus en plus d'actualité. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les amis? Moi, j'ai peut-être une question aussi. Au niveau des alertes de télécardio, Oui. je croyais avoir retenu que, par exemple, les TV non soutenus ne généraient pas d'alerte. Quand il n'y a pas de traitement, est-ce qu'il y a moyen de mettre quelque chose sur on, du coup, pour ça? Alors, regarde, voilà, là, tu as tes options. Les TV non soutenus, je pense que c'est off. Alors, en fait, je pense que la confusion vient de la plateforme défibrillateur. Sur la plateforme défibrillateur, sur les anciennes plateformes du style Claria, etc., il n'y a pas d'alerte générée sur de la TV. En revanche, sur les nouvelles plateformes Cobalt, il y a des alertes sur des TV monitorées ou des TV. Ça, c'est pour le DEF. Hein. Exactement, mais je pense que la confusion vient de là. Et là, tu n'auras que les TV qui sont soutenus. Voilà, là, sur l'Azure, le PACE, hein, je veux dire. Tu n'as pas la possibilité d'avoir la TV non soutenue. En pratique, est-ce que nous, on a envie d'être alertés par des TV non soutenus sur un PACE? Ça aussi, c'est une question. C'est toujours la même chose. Évidemment que en général, c'est très compliqué. Alors, il faut discuter patient par patient. Mais en pratique, la télémédecine, il faut vraiment garder ça en tête. C'est un équilibre entre les informations que ça t'apporte par rapport au temps que ça coûte. Voilà, en termes de personnel, d'analyse des tracés. Est-ce qu'on a envie d'être submergé de TV non soutenus sur des PACE? Bon, mais il peut y avoir quelques cas où c'est intéressant. Par exemple, sur des TV non soutenus, tu peux faire des diagnostics de rupture de sonde. Parce que ce n'est pas vraiment de la TV, c'est du bruit de sonde. Tu vois, tu peux faire des diagnostics comme ça. Parfois, tu as des TV non soutenus tellement rapides que ça pose la question du défibrillateur. Mais est-ce que sur tous les patients, on voudrait avoir cette alerte? Ça se discute. Toujours, il y a un rapport, une balance à trouver entre la quantité de temps que ça prend. Et voilà. Voilà, les amis. Je vous souhaite à tous une bonne journée. S'il n'y a pas de questions, on conclut. Merci à tous les participants. Merci. Merci beaucoup.